donc aujourd'hui, nous avons deux nouveaux experts dans la place. Jocelyn Vert, qui est donc, consultant en performance industrielle chez Accent. La performance industrielle et des enjeux autour des équipements industriels. Et Ludovic Bugan, chargé de mission à l'ANACT, qui est spécialiste de la conduite de projet en transformation d'entreprise et dans les projets de transformation numérique et de formation ingénieur et ergonomie. C'est bien ça. Ouais. Et donc, première question, autour de ce thème de la conduite de projet en industrie 4.0, en quoi est-elle spécifique et pourquoi elle serait spécifique en PME? Alors, un projet 4.0 par rapport au projet qu'on mène en entreprise, mais les projets en entreprise, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans, 40 ans que les entreprises mènent des projets d'évolution, des projets de transformation. Il y a quand même une différence notoire dans ce qu'on peut appeler le 4.0 sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que jusqu'à présent, on menait des projets de manière très rationnelle. Problème, identification des causes, recherche de solutions, mise en place des solutions. Et donc, on aboutissait à un certain nombre d'équipements pour résoudre un problème. Avec le 4.0, on est plutôt dans un mode de techno-push. Et donc là, la clé d'entrée, la porte d'entrée va être la technologie. Et la question que doit se poser l'entreprise, c'est cette technologie étant existante, comment je pourrais m'en saisir pour quelle opportunité dans mon entreprise. Donc on va passer d'un mode très cartésien, rationnel, de problème-solution, à disponibilité d'une technologie et recherche d'un usage au sein de l'entreprise. Donc ça change assez fondamentalement les choses dans l'approche même de quel projet je veux monter. Le deuxième point notoire, c'est que l'industrie 4.0 se caractérise par la convergence d'un grand nombre de technologies. C'est plus une technologie, ce ne sont pas des blocs technologiques que l'on juxtapose, c'est bien la convergence d'un grand nombre de blocs technologiques, que ce soit du data management, que ce soit de la visualisation, que ce soit de l'automatisation, et donc vont concerner un nombre plus grand d'acteurs au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, depuis les providers jusqu'aux clients, les fournisseurs, et donc plus l'intégralité de la chaîne de valeur à l'intérieur de l'entreprise. On ne parle plus que de production, mais de l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les services méthodes, les services administratifs, l'ADV, etc. Donc on va avoir un échantillon de culture, de personnes, de motivation bien plus élargi que les simples projets d'amélioration industrielle qu'on avait jusqu'à présent. Donc pour moi, les deux points majeurs sur un projet 4.0, c'est d'une part la clé d'entrée technologique qui est un point d'entrée et non pas une résultante. Et la deuxième chose, ça va être l'étendue du spectre des personnes et des acteurs concernés. Sur les spécificités, déjà, du moins, moi je pense que ce serait important de définir ce qu'est un projet 4.0. Alors, est-ce que c'est une idée de rupture technologique ou notamment de convergence technologique? Quoi qu'il en soit, moi il me semble que en fait c'est pas si spécifique que ça, parce que déjà c'est d'abord un investissement pour les entreprises, et tout investissement a un caractère quand même stratégique, et ça c'est pas nouveau en soi. Et donc pouvoir traduire stratégiquement ces investissements, je pense que c'est le premier élément à considérer. Peut-être ce qu'on pourrait qualifier comme étant des projets 4.0, et comme le disait Jocelyn, ce seraient des projets plus complexes. Plus complexes pourquoi? Parce que finalement, ça vient intégrer différentes dimensions, différents enjeux. Ces projets, ce n'est pas que des projets techno pour le coup, quand bien même ils sont présentés comme étant des ruptures technologiques. Ce sont aussi des projets organisationnels, des projets spatiaux. Il y a des enjeux juridiques qui sont posés. Si on prend, je ne sais pas, l'exemple de l'implantation de systèmes robotisés, émergents, il va falloir revoir toute sa prod, revoir tous les flux, réaménager complètement l'atelier, réfléchir à l'évolution des compétences des salariés, les équipes vont être modelées, on aura une vue d'ensemble sur la prod et pas simplement sur sa machine. Donc il y a tout qui bouge, et tout qui bouge en même temps. Donc c'est ces différentes dimensions qui sont impactées en même temps, et la question qui se pose, c'est comment on embrasse cette complexité et l'incertitude qui est associée quand on est une entreprise, alors que pour le coup, on est sur des projets qui effectivement sont pensés d'un point de vue technocentré. Et ça n'a pas évolué d'une certaine façon, c'est pas nouveau, parce que ces questions, en tout cas d'enjeux multiples,
qu'ils soient organisationnels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient techniques à l'occasion d'un projet, ça a toujours été. Sauf que d'une certaine façon, on est toujours resté sur une appréhension assez technique, pensée par des acteurs techniques, de ces transformations. Donc ça, c'est une difficulté. Après, sur l'autre point, sur en quoi ces questions elles se posent de manière différente pour les PME, je pense que de toute façon, les PME, il n'y en a pas une qui est identique. D'une certaine façon, tout dépend déjà de son modèle socio-économique, tout dépend aussi des marges qu'elle peut générer, de l'emploi de ses marges et comment elle les investit, y compris dans l'organisation, sa structure interne et les ressources du coup dont elle va disposer pour maîtriser son projet et des compétences en interne. Néanmoins, il y a quand même deux points qui me semblent pas neutres par rapport aux questions à la position des PME sur ces questions-là. C'est le rapport qu'on peut faire entre la maîtrise des processus de production, d'une part, et la maîtrise de sa conduite de projet, d'autre part. C'est-à-dire que très souvent, pour un certain nombre d'entreprises que j'ai pu accompagner, le nombre de fois où on a dû déplacer une réunion d'équipe projet, suspendre un comité de pilotage, voire l'écourter, parce qu'un tel et un tel étaient appelés pour gérer une situation d'urgence, sur la ligne, sur la chaîne, etc. Donc ça, c'est un côté assez systématique. Donc on voit bien que le temps court de la production vient prendre le pas sur le temps moyen, finalement, de la conduite de projet. Parce que quand on conduit un projet, on se projette à moyen terme. On n'est pas dans le temps court de la production. Et donc ça a une implication directe. Et ce qu'on aime à dire d'une certaine façon dans le réseau, c'est que finalement, on voit bien que les projets d'aujourd'hui vont peut-être déterminer des conditions de travail et conditions de production de demain, mais on fait aussi le constat que finalement, les conditions de production d'aujourd'hui déterminent aussi la façon dont on conduit les projets d'aujourd'hui, qui seront des conditions de travail de demain. Donc on voit bien que le chien un peu se mord la queue d'une certaine façon, et que cette question de la maîtrise de l'emploi du temps, de ces temps courts, de ces temps moyens, de ces temps longs finalement, et donc de la stratégie d'entreprise, est véritablement en jeu dans ces projets, peut-être plus en jeu dans ces projets 4.0, parce que là on est sur des changements de modèle aussi, comme tu l'évoquais tout à l'heure le plus souvent. Le deuxième point, la deuxième idée, me semble-t-il, c'est aussi, Jocelyn parlait finalement d'écosystèmes plus étendus, finalement, et je pose quand même la question de la relation que la PME peut avoir avec ses acteurs externes, qui sont le plus souvent aussi des acteurs technologiques, comme les prestataires, notamment. Et on voit bien qu'il y a quand même une forme de dépendance dans la relation entre la PME et ses prestataires. C'est-à-dire qu'on est dépendant des propositions et des offres qui nous sont faites par ces prestataires à partir du moment où on n'aurait pas cette compétence technique. Il n'y a pas très longtemps, alors c'était pas dans l'industrie, mais on suivait le cas de la mise en place de la télégestion dans les services à la personne, projet géré par une infirmière coordinatrice, donc pour aller discuter avec les prestataires, etc. On voit bien que la maîtrise de cet objet technique fait défaut et on perd la maîtrise du projet. Et que par ailleurs, pour une PME, très souvent le prestataire il est plus gros que la PME, quoi. Donc il y a un rapport de force aussi qui s'établit, qui est parfois potentiellement défavorable aussi pour la PME dans la négociation qu'elle peut avoir. Moi, ce qui me semble important de considérer par rapport à ça, c'est que, de mon point de vue, il n'est pas attendu de la PME qu'elle ait une maîtrise de l'objet technique, y compris pour discuter et négocier avec le prestataire. D'ailleurs, on voit bien que dans un certain nombre de cas, le cahier des charges il est écrit par le prestataire directement, et même pas par l'entreprise elle-même. Mais ce dont elle a la maîtrise, finalement, l'entreprise, c'est de ses fonctionnements réels. C'est du travail qui se joue dans cette entreprise, à un moment donné. Et donc, il y a un enjeu, de mon point de vue, à faire en sorte que ces éléments puissent être traduits pour être compris aussi par les prestataires pour concevoir des solutions qui seraient adaptées aux besoins spécifiques qui peuvent être posés. Donc il y a un enjeu à la fois de traduction de ces entreprises, mais surtout la question de, finalement, quelle assistance à cette maîtrise d'ouvrage pour les PME, quelle assistance socio-technique à la maîtrise d'ouvrage pour permettre cette maîtrise du projet et cette maîtrise de la relation avec le prestataire. Du coup,
comment la PME peut reprendre cette maîtrise de son projet. Tu parlais d'activité et de ce qui se passait dans l'entreprise. Et est-ce que la clé, elle ne se situerait pas dans ces forces vives, dans ceux qui détiennent en fait les savoir-faire? Oui, clairement, dans ce qu'on a vu effectivement sur la phase 1, ce qui a vraiment fait la différence, c'était vraiment la participation opérationnelle des salariés dès les phases initiales. Et quand on parle de participation, c'est vraiment une participation physique. Ce n'est pas uniquement le terme d'implication ou d'engagement qu'on emploie à travers, mais plutôt une vraie participation physique des salariés, des opérateurs, justement avec les prestataires, pour co-construire, non pas un cahier des charges formel qui limite la relation à une relation quasi juridique, mais à une vraie construction, co-construction de l'outil de travail de demain. Et donc, là, on a vu dans les entreprises pour lesquelles ça a bien marché, ce sont vraiment les opérateurs eux-mêmes, ce n'est pas le middle management, ce n'est pas les technologues qui ont rédigé un cahier des charges ou co-rédigé avec un prestataire, ce sont plutôt sur une base d'une vision du résultat, qu'il soit performance, qu'il soit conditions de travail. Là, ce sont les opérateurs qui ont adapté chez le prestataire, avec lui, leur outil de demain. Donc, quand on dit comment le construire, ce n'est pas de l'injonction d'implication, impliquez-vous pour que ça marche, c'est plutôt mettre en place les conditions chez le donneur d'ordre d'un ensemble de salariés qui va travailler, co-construire l'équipement de demain avec le provider. Est-ce que tu vois? Oui, non, je partage cette idée. Après, moi, il me semble que c'est effectivement à partir du moment où on considère qu'il y a plusieurs enjeux et que c'est complexe, finalement, il faut des systèmes de conduite de projet plus ouverts, qui intègrent la participation plus large des acteurs qui seront concernés aussi par ces évolutions. Alors la difficulté, ce qu'on constate quand même dans un certain nombre de cas, quand bien même on va mettre en place de la participation, c'est en gros, c'est comme s'il y aurait la gestion du social d'un côté et la gestion de la technique de l'autre. Or ces transformations, elles ne sont pas sociales d'un côté et techniques de l'autre, ce sont des transformations qui sont socio-techniques. Donc, au-delà de la participation, il faut surtout organiser la rencontre. Et organiser la rencontre de ces deux mondes, le monde du faire, ceux qui font et ceux qui ont la connaissance du terrain, l'expérience concrète des situations de travail, et puis le monde de la conception, qui a ses propres codes, qui a ses propres outils, que ce soit le plan, tout simplement, c'est autre chose. Et donc, il faut pouvoir les faire discuter ensemble, ces deux mondes. Donc ça s'outille. Il faut de la méthode, il faut du temps, il faut être aussi assez clair sur ce qu'on attend des sorties, en tout cas, de ces groupes. Donc voilà, oui, il y a un enjeu fort. Après, l'autre point, peut-être, c'est... moi, je considère que, finalement, si l'entreprise, de par son modèle socio-économique, considère que l'expérience des salariés est un actif stratégique, on sait qu'une transformation, elle va venir transformer cette expérience. Donc comment on vient la mobiliser, cette expérience, si c'est ça qui a de la valeur? Donc on fait le choix bien souvent d'investir dans de la technologie, mais en quoi on investit aussi? Dans un processus, parce que c'est potentiellement un coût, qui va permettre cette participation des salariés et trouver la bonne économie finalement de la participation, parce qu'on ne va pas faire participer tout le monde. Ça va être des petits groupes peut-être de travail, mais il y aura des participants et des non-participants. Donc il faudra aussi qu'il y ait de l'interaction entre les participants et non-participants. Donc c'est pas que de la com, c'est aussi le manager qui a un rôle clé et décisif dans cette histoire. Et donc finalement on voit bien c'est toute une chaîne d'acteurs qui finalement vient jouer progressivement des rôles différents dans l'organisation. Donc c'est pas qu'une conduite de projet, c'est une organisation, une nouvelle forme d'organisation qui prend forme. Pour mieux prendre en charge ces transformations qui vont s'opérer sur des temps longs. Donc c'est bien une revue de l'organisation qu'il faut voir au-delà de la participation. Y compris l'organisation de projet qui ne peut plus être séparée du fonctionnement opérationnel quotidien. Là, on a vu dans plein d'entreprises, on a un groupe projet qui vit un peu en autarcie, qui fait son projet sur des temps longs, qui font des projets de 1 an, 2 ans, 3 ans, et on employait même le terme de le projet livre le projet à la production. Et là, on ne peut plus se contenter de ça, parce que sinon, il y a une nouveauté à la fin qui n'a pas été préparée, alors qu'on doit organiser ce projet, non pas comme quelque chose
en dehors de la production, mais en permanence, en relation et en participation. Et quand tu parlais effectivement des opérateurs, il y a des opérateurs qui seront dans le projet ou pas dans le projet. Je pense qu'il faut dépasser ça. Il va y avoir cette rotation de personnes qui vont passer du temps dans le projet, puis revenir, et ces échanges, ces allers-retours fréquents, rapides, sur une durée longue, sont organisés. Donc on ne va plus parler de représentants de la production au sein du projet, parce que finalement on met tout le poids sur un individu, mais bien se pose la question de comment on organise la discussion permanente, les échanges permanents, parce que, comme tu le disais, il va y avoir beaucoup d'acteurs autour de ce projet. Donc la nécessité de poser des problématiques sur la table et de trouver des compromis. C'est ça, je pense que c'est assez fondamental dans ces projets qui traversent toute l'entreprise. On dit de l'ADV jusqu'au client, et en passant par la production et les services support, il y aura des compromis à trouver. Donc il faudra bien les exposer. Et il ne faut pas attendre la fin du projet pour découvrir que finalement quelqu'un se sent mal servi et donc qu'il y ait des frustrations à gérer après. Donc on est sur des projets beaucoup plus dynamiques qui ne doivent pas être séparés de la production temps réel. Vous avez parlé de salariés, du coup, est-ce qu'on mobilise tout le monde avec le même rôle? Est-ce qu'il y a des instances qui diffèrent et comment on s'assure de cette mobilisation? Est-ce qu'on peut avoir des craintes sur la mobilisation des salariés dans ce genre de projet? Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même des figures différentes dans un projet. Et d'une certaine façon, c'est assez classique. Moi, dans les grandes figures, on a une maîtrise d'ouvrage, c'est le commanditaire, hein, c'est celui qui va financer le projet et prendre les principales décisions dans le cadre du projet. Et puis à côté, on aura cette maîtrise d'œuvre. Donc ceux qui vont être chargés de concevoir, donc elle sera interne, elle sera externe. Donc il y aura souvent un prestataire qui sera associé à un responsable de projet interne. Et ce qu'on ne voit pas, il me semble que c'est ce qui est en jeu d'une certaine façon dans le cadre de ces projets, c'est l'idée de maîtrise d'usage. Hein, et qui renvoie pas seulement au processus de décision, le rôle de la maîtrise d'ouvrage, ni au processus de conception, qui est le rôle de la maîtrise d'œuvre. Mais cette maîtrise d'usage, pour moi, c'est un peu le processus de régulation. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, ces nouvelles solutions technico-organisationnelles de demain qui vont être imaginées, eh ben, elles s'ajustent au regard des fonctionnements réels et de la réalité de l'entreprise. Donc il faut une forme de processus qui se mettent en place qui permettent ça. Et donc cette maîtrise d'usage, elle n'est pas incarnée par un acteur comme le chef de projet ou décisionnaire, elle est incarnée justement par ces acteurs que sont ceux qui savent, qui connaissent les fonctionnements réels, à qui il faut donner peut-être une place spécifique hein, dans les différentes phases du projet. Hein. Et du coup, là, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de mettre en place des démarches participatives, y compris dans le cadre des projets de transformation, pour incarner cette maîtrise d'usage. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement, ça intervient souvent tard dans le projet, quand il n'y a plus trop de marge de jeu. C'est pour des micro-choix. Hein. Ça va être rarement dès les phases d'études d'opportunité ou de faisabilité. Hein. Ça, c'est le premier point. Et ça va, sinon, être souvent des régimes assez descendants. C'est-à-dire que ça va être plutôt sur un mode d'information, hein, ou voire de formation. Formation pensée comme étant de la formation individuelle. Donc c'est les compétences des individus qu'il faudrait adapter, pas finalement des collectifs qu'il faudrait, et des apprentissages collectifs qu'il faudrait développer. Donc ce qui est encore autre chose. Donc on reste sur un modèle très diffusionniste. Alors dans le dernier think tank, on parlait des héritages du Fordisme. Là, on pourrait parler des héritages du Taylorisme avec la séparation conception et exécution. Mais ces modèles diffusionnistes en matière de conduite du changement, ils sont encore bien ancrés. Donc ce qui a été proposé tout à l'heure, c'est des approches quand même plus constructives, où là, potentiellement, les acteurs ont un vrai rôle. Et ça ne va pas de soi, hein, parce que si on souhaite quand même ouvrir la parole aux salariés, quel usage on fait de cette parole, à un moment donné, dans le cadre de ces projets? Ça veut dire que ce n'est pas des groupes de travail comme dans leur coin, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce qui ressort de ces groupes soit articulé au processus de conception. Donc, est-ce qu'on va pouvoir rencontrer le concepteur ou le prestataire? Est-ce que c'est prévu dans le cahier des charges qu'il y aura des temps
pour que le prestataire vienne assister à 2-3 réunions de groupe de travail et répondre aux sollicitations des opérateurs, aux questions très pratiques, très concrètes qui se posent. J'ai jamais vu ça dans un cahier des charges, mais pourtant, ça peut être utile de l'envisager. Ça, c'est un premier point. Comment s'articuler au processus de décision aussi? C'est-à-dire ce qui est travaillé dans ces groupes, en quoi ça va éclairer le décisionnaire, le maître d'ouvrage, pour prendre une décision. Parce que généralement, il est un peu seul, le maître d'ouvrage, et donc il a besoin de repères pour décider et mieux décider, et maîtriser les risques. Donc la participation, elle sert à ça. Et puis, quand même, troisième point, c'est l'articulation avec le dialogue social. Parce que là, c'est une autre instance qui existe dans les organisations, qui est convoquée dans ces transformations, et encore plus fortement sur ces gros projets 4.0. Donc quelle place on leur donne? Et là, on voit bien que c'est compliqué, parce que généralement, il y a une obligation à la fois d'information de ces instances sur les impacts potentiels en matière de conditions de travail de ces projets, et instances qui, par ailleurs, sont sollicitées pour produire un avis au regard des impacts potentiels de ces transformations. Donc elles ont un rôle clé. Sauf qu'on voit bien que du coup, la difficulté, c'est quoi? C'est que d'un côté, les instances, elles sont positionnées sur un mode très défensif, donc on essaye de les contourner la plupart du temps, puisqu'elles sont là pour produire un avis, etc. Donc c'est un acteur qui vient mettre de la contrainte, souvent temporelle, parce que souvent, s'il y a un avis négatif, ça va retarder le projet, etc. Et donc, elles sont contournées. Et par ailleurs, se mettent en place des groupes de travail participatifs, où on va potentiellement donner la parole aux travailleurs, et du coup, ces instances se trouvent en porte-à-faux. Donc, est-ce qu'il faut mobiliser les militants dans ces groupes de travail? C'est pas le même rôle. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Et en même temps, on voit bien le caractère décisif de cette participation dans le cadre des projets. Donc, il faut penser l'articulation dialogue social, dialogue professionnel. Et moi, il me semble qu'il y a aussi une transformation qui se pose pour les acteurs du dialogue social, c'est-à-dire pas simplement être sur des régimes défensifs, mais c'est aussi négocier les conditions de la participation, négocier les méthodes de conduite du changement. Parce que si on est sur des projets complexes, ils génèrent de l'incertitude, d'une certaine façon, et une façon de traiter cette incertitude, c'est de concevoir ensemble. Et donc, ce n'est pas simplement les effets du projet, parce que c'est impossible qu'il faut négocier, parce qu'on ne les connaît pas, les effets du projet. C'est les conditions de maîtrise du projet qu'il s'agit de renégocier. Donc ça ouvre un champ un peu nouveau en matière de dialogue social, me semble-t-il, sur la façon d'appréhender ces transformations. D'autant qu'en plus, les acteurs et les partenaires, tout ce qui est instance représentative du personnel, quand ils sont associés à des projets, ils ne le sont pas toujours, mais quand ils le sont, ils sont généralement cantonnés à l'aspect CHSCT, conditions de travail. Or, ce qu'on a vu dans les projets qu'on a étudiés, c'est que l'entreprise ne fera pas l'économie de la discussion sur les compétences, la rémunération et les qualifications. Et je trouve dommage, effectivement, qu'à partir du moment où on est des IRP, ils soient cantonnés à un rôle effectivement essentiellement défensif, au lieu de penser dès le début du projet aux impacts sur les qualifications qui de toute façon arriveront. Et retarder, attendre, masquer et se masquer ces problématiques d'évolution des compétences, et donc les opérateurs ne sont pas sots, on leur vend l'augmentation des compétences. Je crois que les entreprises imaginent qu'elles feront l'économie d'une discussion sur la rémunération et sur les qualifications. Donc, je ne pense pas que ce soit dans un groupe projet qu'on ait besoin de nouveaux groupes projets. Je pense plus que c'est dans sa posture. D'une part, être beaucoup plus ouvert à d'autres champs. Ça, c'est la première chose. Et puis, une posture beaucoup plus souple. Si on est sur de l'innovation, et avec du 4.0, on va vers l'innovation, il va falloir que les groupes projets ne soient pas arc-boutés sur un résultat qui, aujourd'hui, est encore trop limité à des problématiques tayloriennes, fordistes, de quantité, prix, coût. Et dans les entreprises qu'on a vues, celles qui ont réussi, ce sont les entreprises qui ont un comité de pilotage et des sponsors internes qui ont fait preuve de beaucoup de souplesse par rapport à l'atteinte des résultats, que ce soit en termes de délai, accepter que non, le projet ne se terminera pas à cette date, il va prendre 6 mois de plus parce qu'on a besoin de 6 mois pour favoriser l'ancrage du projet. Oui, on n'atteindra pas
tout à fait le tactile ou la productivité, mais par contre l'entreprise doit pouvoir mesurer qu'elle fait d'autres bénéfices, des bénéfices en termes d'image de modernité, des bénéfices en termes d'image auprès de ses clients. Vous l'avez dit la dernière fois dans le dernier think tank, il faut rebalayer les indicateurs de progrès de l'entreprise. Et là, les entreprises qui ont réussi, celles qu'on a étudiées, ont effectivement eu un comité de pilotage et des sponsors qui ont été beaucoup plus souples que la tradition de « je veux un objectif et je me dois de le réaliser pleinement ». Ok, mais donc si on fait intervenir toutes ces personnes, et ce très tôt dans le projet, comment on peut rassurer les dirigeants qui auraient peur de demander leur avis à tout le monde? J'ai dit ce matin, la peur évite pas le danger, quoi. On n'est pas... Pourquoi rassurer à tout prix? Je pense que rassurer, c'est souvent masqué. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, effectivement, d'aborder quelque chose qui dérange. Après, il y a la manière de le faire. Mais j'ai trop souvent vu, effectivement, les entreprises vouloir à tout prix rassurer tout le monde, que ce soit les salariés, les organisations syndicales, et finalement masquer l'ensemble des problématiques qui, de toute façon, seront à traiter. Je pense qu'il y a une mauvaise économie que de vouloir à tout prix rassurer sur du discours. Les changements vont bien sûr bousculer des choses, il y aura des frictions, c'est nécessaire à l'évolution. Donc pour moi le thème de comment rassurer, l'objectif n'est pas de rassurer, l'objectif c'est que ça marche. Et pour que ça marche, effectivement, je préférerais que très tôt, effectivement, il y ait une participation des gens, qu'ils se butent à des difficultés. J'avais été vraiment surprise sur une des entreprises où la difficulté a fait partie de l'appropriation. Les personnes nous ont dit, oh, on en a pleuré les soirs parce que ça ne marchait pas. Et à la fin, c'était leur machine. Donc c'est affreux de dire ça, mais la difficulté fait partie, contribue à l'appropriation du nouvel environnement de travail. Et vouloir à tout prix rassurer, masquer, on dit barbouiller les lunettes en rose ou vendre du rêve, je ne pense pas que ça soit une bonne économie dans le projet. La meilleure manière de rassurer, c'est d'affronter les difficultés en collectif avec l'ensemble des acteurs. Ouais, je pense que là-dessus, quand même, il y a souvent les petits grains de sable qu'enraillent la machine, quoi. Et très souvent, quand on est dirigeant, et notamment dans des PME, on peut avoir l'impression de tout connaître. L'entreprise, c'est un peu son bébé, quoi, et on aurait l'impression de tout maîtriser, de tout connaître dans l'entreprise. Et très souvent, dans ces entreprises, moi je peux faire ce constat, où finalement le projet, il est parfois même... le dirigeant est multicasquette, il est à la fois maître d'ouvrage et maître d'œuvre interne. Hein, et il va gérer en direct avec les prestataires. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il faut, il sait ce qu'il faudrait, et voilà. Et quand ça arrive, et ben là, c'est là que tous les petits grains de sable, finalement, apparaissent, et il se dit, mais finalement, pourquoi ça coince? Donc ça coince, bah, ça serait la faute des gens qui ont mal compris pourquoi on voulait faire ça, ou qui font mal, etc. Donc, après, ça crée un climat tendu, des dysfonctionnements en pagaille, c'est très souvent comme ça. Donc il faut accepter de reconnaître ces petits grains, en fait c'est la granularité, et c'est ça qui va aider le dirigeant à maîtriser son projet, me semble-t-il. Et moi j'aime à dire que finalement ces petits grains ils vont être rendus visibles par la participation, parce que sinon on ne les voit pas, ils sont trop fins. Alors c'est la finesse qui a de la valeur, hein, sinon c'est grossier. Et du coup cette participation c'est pour moi un peu la boussole du dirigeant, c'est-à-dire que c'est ce qui va lui permettre d'assurer cette maîtrise du projet et de prendre les bonnes décisions. Après, l'autre difficulté aussi, l'autre crainte, c'est ouvrir la participation aux salariés, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Donc, potentiellement, faire croire qu'on va répondre à tous les besoins. Or, c'est pas ça l'objet, donc il faut être clair sur l'objet de la participation, hein, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est se dire, bah, quand même, il ne faut pas non plus... la participation, c'est pas le royaume des bisounours, c'est-à-dire que il y a des enjeux de nature différente qui vont se croiser, économiques, sociaux, on parlait de qualification tout à l'heure, et donc à un moment donné, il n'y a pas de solution miracle, il va falloir aboutir à des compromis, donc il va y avoir de la micro-négociation qui va s'opérer. Et donc il va y avoir des choix qui vont peut-être satisfaire les uns, mais pas satisfaire les autres, et en même temps, où est le problème, quoi? C'est-à-dire que il me semble que c'est un enjeu aussi, d'une certaine façon, à travers la participation,
de rendre négociables ces transformations. Je ne parle pas d'accord professionnel quand je dis ça. Mais c'est des micro-négociations, des micro-régulations qui vont se jouer, dans lesquelles, à un moment donné, en tant que salarié, je vais comprendre pourquoi aussi, ce qui aurait été bien pour notre travail de tous les jours, on ne peut pas le mettre en œuvre. Je sais pourquoi on ne peut pas le mettre en œuvre, parce que ça poserait tel problème ailleurs. Et ça, je ne savais pas. Ou ça aurait telle implication économique. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Ou il y a telle problématique technique. Parce que là, il y a un pilier, si on met la machine là, il faut en faire tout l'atelier. Et là, c'est un autre investissement. Je comprends. Mais par contre, ma proposition, cette autre proposition a été entendue. Et du coup, parce que je suis impliqué dans cette discussion, je développe du pouvoir d'agir d'une certaine façon. Et à travers cette discussion, qu'est-ce qu'on produit? On produit du sens. Parce que c'est de la discussion, finalement, que découle le sens. Et très souvent, on parle de résistance au changement dans le cadre de ces transformations. Donc derrière la résistance au changement, pas de résistance de changement en soi. C'est plutôt la question du sens qui est posée. Et donc la direction prise par ces transformations, mais surtout la possibilité de les discuter. Et donc cette participation, elle est vitale pour faire les bons choix et maîtriser son investissement. Mais du coup, parce qu'elle permet le développement du pouvoir d'agir des salariés, elle prend aussi un caractère vital pour les salariés eux-mêmes, en développant de nouveaux apprentissages. Précédemment, dans vos propos, tous les deux, vous parliez donc d'investir dans de nouvelles technologies. Éventuellement, il y a le mot rupture technologique qui a été prononcé, qui peut être compliqué à appréhender. Est-ce qu'on est vraiment dans cette phase de rupture? Et comment on conserve les liens avec les savoir-faire, avec les compétences qui sont présentes dans l'entreprise sans détruire les équipes? J'ai du mal avec le terme de rupture parce que les projets qu'on voit, le temps d'appropriation des technologies, on est sur des temps longs, on est sur des temps... Un projet aujourd'hui, c'est minimum 3 ans. Le temps d'appropriation des technologies, les études qui ont été menées, on parle de 4.0 à échéance d'entre 20 et 40 ans. Donc, rupture pour moi, je pense que c'est un terme d'un point de vue marketing qui est sûrement valorisant. C'est pas ce que j'ai vu moi dans les entreprises. J'ai pas vu de rupture. Et sur ces temps longs, les gens se font peur avec oui, mais est-ce que mes opérateurs demain ils auront les compétences, comment on va faire et je pense qu'on nie beaucoup la plasticité homme. Et les gens que j'ai vus dans les entreprises, j'ai vu personne ne laisser sur le carreau. J'ai vu des gens au contraire qui ont su se saisir des technologies, beaucoup pour leur bénéfice propre. Alors si je caricature un peu, je dirais les populations les plus anciennes ont pris la technologie pour des bénéfices en termes de pénibilité, tout simplement. Les populations les plus jeunes ont pris les projets pour des bénéfices individuels en termes de promotion interne, d'acquisition de savoir-faire, d'acquisition de compétences, voire de reconnaissance interne. Mais je n'ai pas vu de gens laissés sur le carreau dans le cas d'une rupture où on divise l'entreprise en deux, ceux qui en seront et ceux qui n'y sont plus. Donc pour moi, il n'y a pas la rupture n'est pas aussi marquée que ça, il y a des changements. Et je pense que les changements dans l'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, et encore moins avec 4.0. Il y a des évolutions en cours. Donc pour moi, il n'y a pas de rupture. La vraie rupture serait peut-être la manière d'aborder les choses. En ça, oui, j'aimerais bien qu'il y ait une rupture sur la manière dont on aborde un projet, la manière dont on fait participer les opérateurs, au-delà de la simple représentation ou information. Mais ouais, mais justement, j'aime bien ta question, parce que derrière, on parle de rupture technologique. Donc on reste sur un focus techno. Alors la rupture, on sait qu'elle n'est pas technologique. Hein, c'est des modèles économiques qui vont bouger, des modèles socio-économiques qui vont bouger, des organisations qui vont bouger. Et il n'y a pas très longtemps, alors ce n'était pas une industrie que j'avais pu rencontrer, mais un prestataire pour l'industrie. Et c'est intéressant cette histoire, parce qu'eux aussi ils subissent des ruptures fortes, ces prestataires. Parce qu'ils doivent fournir des solutions complexes et ils sont attendus pour répondre sur des questions organisationnelles dont ils ne maîtrisent pas les éléments. Donc, ils sont un peu isolés pour y répondre. Mais au-delà de ça, ce prestataire, il proposait à vendre des solutions standards à ses clients. Donc en gros, il y a un catalogue et le client choisissait ce qu'il lui fallait. Il n'y a pas d'adaptation pour le coup de la solution.
Et c'était son métier. Et du coup, il s'est dit, au regard des évolutions du marché, etc., il voulait se spécialiser sur l'intégration de systèmes robotisés plus complexes. Donc on sortait du cadre de la solution standard pour être sur des produits adaptés, ajustés aux besoins spécifiques du client. Et donc, un beau jour, il y a un de ses chargés d'affaires qui est arrivé et qui a dit, qui avait 30 ans d'ancienneté dans cette entreprise, bon professionnel, etc., et qui dit à son dirigeant, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Le dirigeant ne comprend pas pourquoi ce chargé d'affaires qui était si brillant et qui me semblait maîtriser sa relation avec les clients, du jour au lendemain, n'y arrive plus finalement. Dans ce cadre finalement de rupture. Ce n'est pas une rupture technologique, mais une rupture de modèle, mais incarnée par des changements de technologie. Et du coup, il y a eu un travail un peu d'analyse de, mais finalement, c'est quoi ce travail d'aujourd'hui à ce conseiller, à ce chargé de clientèle, à ce chargé d'affaires? Donc ils se sont rendus compte que finalement, c'était sans arrêt, d'une part, des allers-retours avec les clients, parce que forcément, la complexité de ces projets fait qu'on n'est pas simplement dans une relation contractuelle, mais une relation partenariale. Et donc il faut s'ajuster en permanence. Les besoins des clients ne sont pas complètement établis, donc il faut pouvoir y répondre. Il y a de nouvelles informations, il faut pouvoir les intégrer. Et moi, ce que je fais, c'est aussi en lien avec notre propre service de production de ces différents produits. Et donc, ma responsabilité, elle n'est pas simplement liée à la vente de produits, mais c'est toute une chaîne qui se recompose, y compris dans la relation avec les clients. Et donc ça, c'était plus complexe. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, pourquoi il n'y arrivait pas? Il n'y arrivait pas, non pas parce qu'il ne maîtrisait pas ces questions-là, d'un point de vue technique. C'était pas ça le souci. Il n'y arrivait pas parce que finalement, ce temps qui était passé pour faire ce travail de régulation lié à la complexité du projet n'était pas pris en charge nulle part, pas comptabilisé dans la façon dont on vendait ces nouveaux systèmes robotisés dans les entreprises. Parce que finalement, ce travail d'interaction que pouvait avoir ce prestataire via son chargé d'affaires avec ses clients, c'était un nouveau service qu'il rendait. Il ne mettait plus simplement à disposition une machine achetée sur catalogue. En plus de cette machine, il y avait une valeur ajoutée qui était aussi à un moment donné ajouter cette intégration qui n'était pas intégrée au modèle économique. Et qui fait que tout ce temps de travail n'était pas compté d'une certaine façon. Et était intégré pour le salarié comme étant de la surcharge de travail. Ce qui allait jusqu'à presque son quasi burn-out, et avant d'arriver au burn-out, c'était le choix de retrait, finalement, de la situation. Donc on voit bien que dans cette situation de rupture, ce qui fait rupture, c'est le changement de modèle économique, ou ce qui aurait dû faire rupture, c'est ça. Et une redéfinition de ce qui fait la valeur dans l'offre proposée par l'entreprise, où là, on voit bien qu'il y a une forme d'imbrication des innovations de process, des innovations de produits, pour aboutir à de nouveaux modèles économiques. Mais c'est parce que l'entreprise n'en a pas conscience, et n'a pas défini ce qu'était clairement sa rupture, que ça peut se traduire à d'autres niveaux par le fait de subir ces transformations et poser des soucis. C'est un petit peu une conduite de projet comme les autres, parce que comme dans les autres conduites de projet, il y a besoin de donner une vision, de donner un sens, ça c'est pas nouveau, de l'incorporer à la stratégie. Il y a besoin aussi de, comme disait Ludovic, de prendre du temps et de grignoter ce temps sur le temps court de la production pour penser à demain. Donc ça c'est toujours un peu en compétition entre le court terme et le moyen terme. Je l'ai beaucoup vu, moi qui suis de l'industrie agroalimentaire là-dedans, on court dans cette industrie où on est en juste à temps avec des délais très courtes, des choses immédiates, comment on prend du coup le temps du projet. Et puis l'articulation avec le dialogue social, elle n'est pas non plus nouvelle, c'est une question qu'on se pose quand même dans tous les projets d'hier. Et puis vous avez dit, il y a quand même des spécificités à la conduite de projet 4.0. Et on reviendra parce que c'est peut-être pas le bon mot finalement. Voilà. Spécificité d'abord parce que finalement, pour la première fois, on n'est pas tant dans... effectivement, c'est un problème, j'ai une solution technique, mais c'est... j'ai une technologie intéressante, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ou comment je pourrais trouver une application chez moi? L'idée aussi
d'apprentissage collectif, de temps long. L'idée aussi de devoir du coup se faire rencontrer le monde de ceux qui parlent social et de ceux qui parlent technique encore davantage qu'avant. Et puis aussi cette idée que vous avez beaucoup dit tous les deux d'un spectre, et qu'on avait évoqué la dernière fois, d'un écosystème, d'un spectre élargi. C'est-à-dire que du coup là on n'est plus au niveau juste de l'équipementier et du producteur, on est dans des parties prenantes externes très larges, on est toute la chaîne de valeur, on a depuis le prestataire, le client, l'opérateur bien sûr, et du coup une ouverture vers des enjeux organisationnels, des enjeux de flux, des enjeux de métier, des enjeux juridiques, même de protection des données, puisqu'on parle aussi de big data, etc., et des modèles socio-économiques différents. Donc du coup, il y a quand même un élargissement du spectre, et donc une complexité, que j'entends par rapport à vos propos, qui est quand même du coup plus large. Du coup, ce qui vous a fait dire, finalement, le mot conduite de projet n'est peut-être plus tellement adapté. Peut-être qu'il faudrait parler de revue de la technique et revue d'organisation. Peut-être qu'il faudrait parler de dynamique de projet en continu, quelque chose comme ça, avec des allers-retours très fréquents entre les gens, ou des allers-retours et des entrées-sorties entre équipe projet et puis production. Peut-être même qu'il faudrait parler d'histoire de compromis et de régulation. Cette idée-là est revenue assez fortement. Et d'histoire aussi de faire émerger en permanence les grains de sable, de rendre visibles en fait tous les petits grains de sable et les petites choses qui viennent du travail réel et qui peuvent du coup donner à réfléchir au projet. Donc il y avait cette idée-là que du coup, peut-être qu'il y a réinventé un mot autour de révision peut-être technique et organisationnelle plutôt que conduite de projet. Voilà, on a dit aussi un petit mot quand même des IRP, et du coup je tire le fil en disant peut-être une opportunité pour les nouveaux CSE, puisque vous disiez dépasser les conditions les CHSCT, les ex-CHSCT, mais du coup peut-être une opportunité du coup pour les CSE de s'emparer en même temps de tous ces enjeux à la fois économiques, sociaux, santé en même temps. Donc là la question aussi est fortement posée, et de passer d'une vision peut-être strictement santé, pénibilité, à une vision très prospective, métier, compétences, développement et apprentissage collectif. Vous avez dit aussi un petit mot sur qu'est-ce qu'il y a de spécial pour les PME ou les petites entreprises. Alors, on a parlé du rapport de force, la PME face au prestataire, face à l'équipementier, qui parfois fait 10 fois son chiffre d'affaires, 100 fois son chiffre d'affaires. Quelle marge de manœuvre est là pour négocier des ajustements, des adaptations, du sur-mesure? Quelle compétence elle a aussi pour rédiger un cahier des charges face à l'équipementier qui a vu une centaine de cahiers des charges avant? Et du coup, cette idée aussi que le dirigeant de PME connaît bien son affaire, et du coup comment arriver à aussi lui dire il y a quand même peut-être aussi à aller voir sur le terrain, dans le travail réel, parce que même s'il pense connaître sa PME du bout des doigts, il y a peut-être des choses qu'il n'a pas appréhendées, peut-être qu'il y a une aide à apporter de ce côté-là. Voilà, donc du coup, peut-être se dire que ça a des airs de conduite de projet, mais finalement ça peut prendre une autre forme. Mais j'ai bien aimé cette idée de dynamique, de régulation en continu et de choses plus transparentes aussi. Je me retiens la question de la transparence, avec l'idée que ce n'est pas une équipe projet dans son coin qui fabrique quelque chose puis qui va aller à certains moments concerter, voir si ça résiste au changement, voir s'il y a des adaptations à faire, mais qu'il y a bien cette question d'être transparent depuis l'avant-projet, depuis le tout début, prendre le risque de la co-construction, quitte à faire à susciter des difficultés, à se confronter à des difficultés, mais prendre ce risque-là pour arriver à faire quelque chose qui sera peut-être un peu décalé dans le temps, qui sera peut-être pas tout à fait dans les délais prévus, mais qui sera de l'ordre de l'apprentissage collectif et, on espère, au final, une réussite collective.